Les élections européennes du 9 juin feront-elles office de référendum pour Emmanuel Macron? Et si tel ne doit pas être le cas, quel discours la liste Renaissance peut-elle faire prévaloir pour se différencier? Sur l'Europe, David Guetta a des choses à dire et il va nous les faire partager. Il est deuxième de la liste Renaissance, député européen sortant du groupe donc Renew Europe, qui correspond donc au groupe Renaissance, faut-il le préciser. Il semble que les faveurs des sondages aujourd'hui aillent plutôt à la liste de Raphaël Glucksmann, même s'il y a encore 3 points d'écart entre celle donc de Valérie Hayé et le candidat de PS Place Publique. Ce qui agace un petit peu d'ailleurs Valérie Hayé, qui est tête de liste Renaissance, qui maintient toutefois son avance. Mais cette avance de 17% à peu près d'estimation, c'est quasiment quand même moitié moins que l'estimation faite pour Jordan Bardella. Alors évidemment, ce sont des sondages et on verra ce que les élections en disent. Bonjour Bernard Guetta. Bonjour. Alors vous êtes journaliste et journaliste de renom. Vous avez été plusieurs fois primé, prix Albert Londres en 1981. Je voulais d'ailleurs poser cette question-là. Un journaliste qui fait de la politique, ça vous semble naturel ? Écoutez, un avocat, un médecin, un chef d'entreprise, un ouvrier, un pompier, prenons tous les corps de métier, ça ne semble pas... je ne sais pas, ça ne semble pas poser problème à quiconque. Un journaliste qui fait de la politique, ah mon Dieu, mais pourquoi diable ? Mais pourquoi diable ? Et d'ailleurs, par parenthèse, je ne suis pas... contrairement à ce que beaucoup de nos confrères disent, ex-journaliste. Je suis aujourd'hui un éditorialiste publié dans 5 pays européens très régulièrement. Je n'ai jamais cessé d'exercer mon métier. Donc, ça n'est pas incompatible. Écoutez, pourquoi est-ce que ça le serait ? J'ai toujours été, par parenthèse, un journaliste absolument engagé sur la question européenne. Quand je tenais la chronique géopolitique à France Inter, avant, quand j'ai été correspondant du Monde pendant 12 ans, ou quelque chose comme ça, en Europe centrale, aux États-Unis, en URSS finissante, puisque c'était la période de la perestroïka. Écoutez, je n'ai jamais caché que je préférais la démocratie au communisme. J'ai soutenu Solidarité tout à fait ouvertement. J'ai toujours eu des engagements. J'ai toujours eu des engagements. Et par parenthèse, on est loin de notre débat de ce matin, mais je terminerai la parenthèse, je fermerai la parenthèse tout de suite après. Moi, je n'ai jamais cru à l'objectivité. Je crois à l'honnêteté. Ce qui est absolument différent. Mais évidemment qu'un journaliste, comme toute personne, comme un médecin, comme un avocat, est subjectif. C'est un homme ou une femme. Donc évidemment qu'il est subjectif. L'important, c'est de ne pas travestir les faits. On ne me l'a jamais reproché en plus de 50 ans de journalisme. Et l'important est d'arriver, d'écrire ou de parler à visage découvert. On sait qui vous parle. Très bien. De quel point de vue parles-tu ? Disait-on en 68 ? Mais absolument, absolument. Je ne sais pas si on disait ça en 68, c'est une vérité éternelle. Je trouve que ça fait plutôt cateau, d'ailleurs, de quel point de vue parles-tu. Mais bon, pourquoi ? Bref, je sais pas, je l'entends très cateau. Mais bon, bref. Est-ce que ça vous rend solidaire de Jean-François Aquili, qui a été licencié de France Info ? Écoutez, je connais mal la chose, parce que Jean-François, que je connais bien, évidemment, je l'ai connu à France Inter il y a 1000 ans, Jean-François, si j'ai bien compris, on lui reproche non seulement une collaboration avec Monsieur Bardella sur un livre, mais aussi... Mais je suis très prudent, parce que vraiment, je ne connais pas le dossier. On lui reprocherait d'avoir participé à trop de je ne sais pas quoi, de préparation de candidats à telle ou telle élection. Écoutez, je ne connais pas vraiment le dossier. Mais ça vous paraît choquant ou pas ? En soi, cette histoire, c'est-à-dire de dire que... Je ne peux pas vous répondre, puisque je ne connais pas vraiment le dossier. Qu'est-ce que ça veut dire en soi ? Non, mais c'est-à-dire que ça pourrait décomplexer certains journalistes qui se disent la politique et le journaliste, c'est vraiment totalement incompatible, inconciliable, parce qu'il y a un devoir de neutralité absolue, un peu comme des magistrats, ou qui devraient absolument respecter une neutralité totale, et donc se tenir à distance par définition, par essence. Et vous nous dites, en fait, l'important, c'est d'assumer un point de vue, une position qui se sache. En soi, vous faites œuvre d'honnêteté, là, dans ce que vous dites. Mais écoutez, attention, il y a une grande différence entre soutenir une idée et soutenir un parti politique. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose quand vous êtes sur l'antenne du service public. Alors, est-ce que Jean-François a soutenu un parti politique ? Écoutez, à ma connaissance, non. Mais encore une fois, vous voulez m'entraîner sur un dossier que je ne connais pas. Comme ça, on n'a pas du tout... Oui, mais je ne connais pas le dossier, je ne peux pas vous répondre. Ouais. Je ne peux pas vous répondre. Alors, Bernard Guetta, je rappelle donc que vous êtes deuxième de la liste Renaissance, vous êtes député européen sortant. Je pose la question à tout le monde, à chaque député sortant.
Question toute simple, quel bilan faites-vous de votre mandature depuis 2019 ? Écoutez, ce n'est pas de ma mandature, c'est du mandat que le peuple français avait confié aux 23 députés de ma délégation, comme on dit. Et je crois qu'on a publié les comptes rendus. Je crois que véritablement, si vous me demandez 2 exemples Oui. de ce qu'on a fait, ou 3, la réglementation saluée dans le monde entier du numérique, premièrement. Deuxièmement... Donc tout ce qui est autour de Jean-Louis Borloo en ce moment et la législation sur à la fois le RGPD et puis ce qui va venir sur l'intelligence artificielle. Absolument, tout cela. Deuxième point, c'est notre délégation qui a véritablement bloqué le Mercosur, l'accord commercial tel qu'il est rédigé, parce que nous ne sommes pas contre le libre-échange, nous sommes pour le juste échange, je dirais, et l'accord du Mercosur n'est véritablement pas, dans sa version actuelle, au point actuel des négociations, un accord satisfaisant. Donc, nous avons dit non au grand scandale des différentes... à la grande indignation, je ne veux pas ironiser là-dessus, à la grande indignation sincère des différentes délégations espagnoles, presque toutes, parce qu'évidemment, l'Espagne est très liée à l'Amérique latine et à la fois économiquement, psychologiquement, historiquement, je dirais presque sentimentalement, était très attachée à cet accord. Mais bon, voilà. Je pourrais citer une 3e chose qui m'est personnellement, très très sensible. J'ai personnellement beaucoup œuvré. J'en ai été la cheville ouvrière de l'attribution du prix Sakharov aux Ouïghours. Et cette attribution a contribué considérablement à donner à la cause des Ouïghours, ce peuple persécuté honteusement, sauvagement par la Chine, un retentissement international. Et ensuite, beaucoup de gens, tout le Parlement, en vérité, à peu près tout le Parlement, sauf l'extrême droite, bien écoutez, on a continué. Et ce flambeau a été repris, ce flambeau allumé par le Parlement européen a été... Bon, je pourrais vous citer 1000 autres choses. Mais je voudrais insister sur une chose absolument fondamentale. C'est que l'Union européenne a beaucoup changé. Bravo, vous avez tout compris. Durant ce mandat, véritablement, l'Union européenne a changé. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il y avait eu l'apparition de Trump, d'un homme qui disait déjà à l'époque, il le répète aujourd'hui, mais il le disait déjà à l'époque, qu'en vérité, il avait une formidable hostilité à l'égard de l'unité des Européens, et en vérité des Européens, qu'il avait une formidable sympathie pour Vladimir Poutine, une sympathie politique et humaine. Écoutez, c'est très simple, un apprenti dictateur adore un dictateur achevé. Et 3e point, cette percée de l'hostilité anti-européenne de Trump a convaincu la grande majorité des Européens que l'idée française d'une défense commune, l'idée qui avait été reprise, évidemment, par Emmanuel Macron, mais qui date véritablement, c'est une constante de la diplomatie française et des présidents qui se sont succédés, eh bien, ce tabou est tombé. Deuxièmement, le Covid arrive, alors que les politiques de santé ne sont pas de la compétence communautaire dans les traités, eh bien, le Conseil européen décide de demander à la Commission de se saisir de cela, et c'est grâce à cette initiative largement portée par la France, très largement portée par la France, que nous sommes arrivés à l'achat commun des vaccins et que nous avons sauvé des centaines de milliers de vies. Je ne peux pas vous donner un chiffre, personne ne pourrait vous donner un chiffre, mais un nombre considérable de vies. Dans cette foulée, le président de la République appelle la chancelière et lui dit, écoute, il se tutoie toujours les chefs d'État de gouvernement, écoute, nos économies sont à l'arrêt, il nous faut un plan de relance et pour ça, il nous faut un emprunt. Eh bien, la chancelière allemande, alors que l'Allemagne est viscéralement opposée à l'idée des emprunts, ou du moins l'été jusque-là, eh bien finalement accepte en 15 jours, même pas. Ils vont ensemble au Conseil européen et nous débloquons près de 800 milliards d'euros
d'emprunt par l'Union européenne. C'est une première et c'est presque... Alors, c'est complètement contre l'esprit des traités et presque contre la lettre. Eh bien, on le fait quand même. Emmanuel Macron, Bernard Guetta, a donc fait avancer l'idée européenne comme jamais depuis 2015-2016. Bien sûr, totalement. Mais l'idée européenne... dans une direction précise, parce qu'on peut faire avancer l'idée européenne dans beaucoup de directions. Mais la nécessité aujourd'hui d'affirmer l'Union européenne comme acteur de la scène politique internationale. Parce que, très très vite, regardons la carte. À l'ouest, nos alliés, les Américains, s'éloignent et ne cessent de nous dire « débrouillez-vous tout seul ». Trump nous le dit grossièrement, brutalement. Biden et les démocrates nous le disent poliment, affectueusement, mais sur le fond, c'est exactement la même chose. À l'Est, nous avons l'agression permanente et montante de Vladimir Poutine, qui ne veut pas seulement reconquérir l'Ukraine, mais qui en vérité veut reconstruire, il le dit, les frontières de l'Empire des Tsars. Or, les frontières de l'Empire des Tsars, souvenons-nous que c'est presque une moitié de la Pologne, la totalité de la Finlande, évidemment les pays baltes, évidemment la Géorgie dont on parle malheureusement beaucoup en ce moment dans l'actualité, et puis au sud, nous avons les chaos permanents et montants, hélas, des autres rives, des rives méridionales de la Méditerranée, et tout particulièrement et tragiquement en ce moment du Proche-Orient. Eh bien, si l'Union européenne n'était pas capable, je dis n'était pas capable parce qu'en fait, elle est capable. En ce moment même, on le voit sous nos yeux. Mais si l'Union européenne n'avait pas été capable de commencer aussi vigoureusement et rapidement, en fait, à s'affirmer en puissance politique, à jeter les bases d'une défense, ce que nous avons fait en mutualisant les achats de munitions. Pour la première fois, l'Union européenne a acheté en commun des munitions. Alors je ne vous dis pas que... Il faut aller plus loin sur le nucléaire en particulier ? Alors sur le nucléaire, c'est tout à fait particulier. Nucléaire, Il ne s'agit pas du tout de mutualiser la dissuasion nucléaire française, mais il s'agit peut-être de réaffirmer, car ça a été une constante de la diplomatie française et de la dissuasion française, que les intérêts nationaux français ne se limitent pas aux frontières de l'Hexagone. Évidemment que si l'un ou l'autre, ou l'ensemble de nos partenaires européens étaient menacés d'une agression, évidemment que cela compromettrait les intérêts, que cela irait à l'encontre des intérêts nationaux français. Évidemment que la question de l'emploi de la dissuasion, bien entendu que la dissuasion française est déjà et va devenir de plus en plus un des éléments de l'affirmation de la défense européenne. Mais encore une fois, j'insiste, ça ne signifie pas qu'il faudrait mutualiser la force de frappe française. La force de frappe française doit rester française. D'ailleurs, elle ne peut être que nationale. Une force de dissuasion. Prérogative bien sûr, régalienne. C'est une Est-ce que vous êtes pour le saut fédéral ? Est-ce qu'il faut changer le vote à la majorité, à l'unanimité, pour passer au vote à la majorité ? Mais il faudra le faire un jour, naturellement. Est-ce qu'il faut et est-ce qu'on peut le faire immédiatement ? Vous savez bien que pour passer à la majorité relative, à la majorité... pour sortir, excusez-moi, de l'unanimité, il faut l'unanimité. Donc, alors, je pense que c'est une idée à défendre, que c'est une idée à affirmer. Est-ce que l'on y arrivera dans les mois qui viennent ? Je crains que non. Et je ne pense pas non plus, d'ailleurs, que ce soit la bataille prioritaire, parce que je pense qu'on peut trouver des consensus sur bien des sujets fondamentaux, malgré la règle de l'unanimité. C'est une suggestion de Jean-Christophe Fromentin qui est venu hier, oui, et qui va déposer une proposition de loi pour dire que ce serait bien qu'il y ait en fait un député, il y a 81 députés européens, qui ait 81 circonscriptions pour que l'opinion apprivoise le scrutin européen et vote pour un député auquel elle pourra s'identifier. Alors qu'aujourd'hui, ce sont les partis qui cornaquent en fait les candidats aux élections européennes, et qu'en réalité, on a un enjeu national à travers l'élection européenne, d'où ma question. Est-ce que ça va être un référendum pour ou contre Macron, un match Macron-Le Pen, etc. Est-ce que ce serait une idée pour sortir de... Vous me posez deux questions différentes. Oui, il y a un peu les deux, mais en fait, le mode de scrutin détermine le terrain sur lequel se joue l'élection. Écoute, je ne suis pas si certain que ce soit lié. Je vais répondre aux deux questions. La première, est-ce qu'il faut modifier
les règles du scrutin européen en France, parce que vous savez que ça n'est pas partout pareil dans les 27 États de l'Union européenne. Non, absolument. Et écoutez, oui, peut-être. Est-ce que l'idée des 81 circonscriptions est bonne? A priori, je n'aurais rien contre dans l'absolu, oui. C'est une idée à fouiller. Je ne suis pas certain que le système actuel de la circonscription nationale soit le meilleur, c'est vrai. D'ailleurs, ça n'a pas toujours été le cas en France. Troisième point, je pense qu'il faudrait arriver progressivement, toujours progressivement, à une unification de nos systèmes électoraux dans les 27 États membres. Et enfin, et c'est le point fondamental à mes yeux, il faudrait que nous ayons des listes transnationales. Il faudrait pouvoir voter pour des courants politiques transnationaux, c'est-à-dire pan-européen. Nous sommes dans une union de 27 États. Quand nous votons pour élire nos députés au Parlement européen, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas voter pour des listes qui incarneraient tel ou tel courant européen et non plus national? Mais pourquoi, selon vous ? Pourquoi ça ne se fait pas? Alors que ça a tant avancé l'Union européenne depuis quelques années, vous l'avez dit, vers l'unification politique. On avance. Écoutez, le président de la République en était partisan. Je crois que c'était dans son premier discours de la Sorbonne ou dans un autre de ses discours déjà très anciens. Nous défendons cette idée. Le président de la République continue à y être favorable, mais tout le monde n'y est pas favorable dans l'Union européenne. Eh bien, écoutez, il faut poursuivre le travail de persuasion. Bernard Gatta, vous connaissez bien l'actualité internationale. C'est un sujet qui vous est... Tous les sujets de l'actualité internationale auxquels vous êtes sensible et vous avez une longue expérience dans ce domaine-là. Gaza s'est invité dans le débat des Européennes. C'est peut-être la première fois, l'Ukraine aussi, que des questions internationales s'invitent dans un scrutin qui demeure national et qui va peut-être peser sur le vote des électeurs, la mobilisation des électeurs. En tout cas, certains peut-être escomptent peut-être gagner des points électoralement parlant sur ce qui se passe à Gaza. Alors, je ne veux pas viser telle ou telle arrière-pensée de telle ou telle formation politique, mais qu'est-ce que vous pensez du fait que c'est un sujet aujourd'hui qui est au cœur de l'élection? Écoutez, je n'apprécie pas, mais c'est leur problème, la manière dont la France insoumise aborde la question de Gaza et de cet énième et épouvantable affrontement israélo-palestinien. Mais au-delà de cela, je me félicite que les questions internationales pèsent aujourd'hui dans cette campagne. Pourquoi ? Parce que le véritable enjeu, je dirais pas le seul, mais le seul de cette importance, et, je le répète, l'affirmation de l'Union européenne comme acteur de la scène internationale parce que nous sommes dans une situation qui l'exige. Autrement, nous allons être mangés tout cru, à la fois par les crises que j'énumérais, l'éloignement américain, l'agressivité de Poutine, les chaos du Sud, mais nous allons être mangés tout cru par l'affrontement américano-chinois qui va dominer en tout cas la première moitié, sans doute le siècle entier de ce siècle. Si nous n'existons pas, ne nous plaignons pas de ne pas peser. Alors évidemment qu'il faut s'affirmer et évidemment que les questions internationales, donc de sécurité, donc de rapports de force, non seulement politiques et militaires, mais aussi économiques, technologiques, donc notre niveau de vie, donc notre niveau de bien-être, etc., se joue sur la scène internationale. Et se joue sur la scène internationale, comment ? En répondant à une simple question. Est-ce que l'Union européenne doit être une puissance politique ou pas ? C'est l'enjeu de cette élection européenne. Et c'est pour ça que je voudrais dire aux électeurs qui s'apprêtent, à ceux des électeurs qui s'apprêtent à voter pour M. Bardella, non. Quand M. Bardella vous dit que ce sont des élections de mi-mandat, ou bien il se trompe totalement, ce qui est inquiétant, ou bien il vous ment, ce qui est tout aussi inquiétant. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On jugera. Tout le monde jugera la majorité politique française aux élections françaises. Pour l'instant, il s'agit des grands enjeux européens, c'est-à-dire, pardonnez-moi de me répéter,
l'affirmation ou la non-affirmation de l'Union européenne. Et puis aux électeurs de M. Glucksmann, je voudrais dire aussi une chose très simple. Vous, électeurs de M. Glucksmann, espérez, et c'est bien logique, et c'est bien compréhensible, une reconstruction de la gauche française. Est-ce que vous croyez réellement que c'est dans ce scrutin européen à un tour que on va reconstruire la gauche française? Je ne le crois pas. Je crois en revanche qu'il y a un enjeu fondamental pour la gauche, pour la droite, pour le centre et pour tous les Français et tous les Européens. L'affirmation ou la non-affirmation de l'Union européenne comme un acteur de la scène internationale. Et là, il ne faut pas plaisanter. Là, il ne faut pas vouloir affaiblir la voix de la France au Conseil européen, c'est-à-dire à la réunion des 27 chefs d'État et de gouvernement, parce que réellement, on a besoin de la France aujourd'hui dans le concert des nations européennes. Bernard Guetta, bientôt il y aura la réouverture de Notre-Dame de Paris en décembre. Le mot, l'expression... ça me fait une immense joie, parce que je peux vous dire que, comme tant de Français, j'ai tout simplement pleuré en voyant la flèche tomber. Mais vraiment, j'étais en famille et on a vu la flèche tomber sur les images. Je n'étais pas sur les quais, hein, j'étais chez moi. Et nous étions tous silencieux avec les larmes qui coulaient. Mais vraiment, avec les larmes qui coulaient, parce que c'était... Oh, écoutez, je vais être grandiloquent, mais je le ressens. C'était vraiment une immense partie de notre histoire, de notre culture, et pour beaucoup d'entre nous, je suis athée, mais pour beaucoup d'entre nous, de notre foi qui brûlait. Et c'était une chose épouvantable, vraiment épouvantable. Donc vous y serez le début décembre, le 8 décembre pour la réouverture. Je voulais vous poser la question, malheureusement on n'a plus le temps, sur les racines chrétiennes de l'Europe, qui est une expression un petit peu marqueur. On n'a plus le temps ? On n'a plus le temps, malheureusement. Dommage. Allez, en 5 secondes. Mais écoutez, en 5 secondes, je crois que la culture européenne, ça se définit par les racines chrétiennes, évidemment, de l'Europe, mais aussi par les Lumières. Il ne faut oublier aucun des deux. Merci Bernard Guetta. Deuxième de liste, donc, sur la liste Renaissance aux élections européennes du 9 juin. Je vous remercie d'être venu ce matin nous expliquer votre point de vue. Merci de votre invitation.